Bonjour à toutes et à tous, nous sommes heureux et heureuses de vous retrouver sur la chaîne Anact de Webikeo. Vous retrouvez donc pour le dernier module de ce cycle sur la prévention du sexisme au travail. Il traitera plus particulièrement de prévention tertiaire, comment accompagner, traiter un cas d'agissement sexiste, de harcèlement sexuel, d'agression sexuelle. Nous tenons tout d'abord à remercier le secrétariat d'État à l'égalité et à la lutte contre les discriminations pour le soutien, y compris financier, qu'il a pu apporter à l'ANACT pour la réalisation de ce cycle. Également, j'en profite pour remercier toutes les personnes qui, à l'ANACT, ont contribué, parfois dans les coulisses, à la réalisation de ce cycle. Donc, je nommerai Guillaume Bedbeder et Alexandre Roland dans le studio qui font tout pour que cela se passe à merveille. Et puis également à la communication, nous n'aurions rien pu faire et vous n'auriez pas été informés s'il n'y avait pas eu Marianne Chédet, Anne Guibert et aujourd'hui Camille Benoît, qui également vous assiste dans le chat, nous relaie vos questions. Et d'ailleurs, toutes les questions que vous nous avez fait parvenir durant les 3 derniers webinaires, elles sont très nombreuses. Et également, nous ne pouvons que vous recommander d'en poser également aujourd'hui. Elles sont tellement nombreuses que nous n'avons pas pu y répondre en live, si je puis dire. Et nous ferons un document spécifique courant décembre que vous recevrez, un PDF spécifique de réponse à toutes les questions. Et puis bien sûr, nous vous remercions, vous toutes et tous qui êtes fidèles finalement, peut-être pour la plupart d'entre vous pour la 4e fois. Vous êtes 1800 inscrits, participants, je n'ai pas les chiffres en tête, mais nous constatons également que vous êtes très nombreux à visionner le webinaire en replay, en différé. Voilà. Alors, l'ANACT, pour peut-être celles et ceux qui ne nous connaissent pas, c'est une agence publique qui dépend du ministère du Travail, qui travaille en réseau avec les ARAT, les associations régionales d'amélioration des conditions de travail, qui peuvent vous aider dans vos projets de prévention du sexisme au travail, notamment en prévention primaire. Notre mission, d'une manière générale, est d'innover dans nos méthodes et outils d'amélioration des conditions de travail et intégrer les questions d'égalité, de santé au travail est pour nous un levier d'innovation. Alors, ce webinaire est un petit peu particulier parce que nous accueillons aujourd'hui plusieurs intervenantes. Tout d'abord, à qui je vais donner la parole. Donc, Clémence, bonjour. Vous pouvez vous présenter? Bonjour, Clémence Armand, je travaille au service des droits des femmes et à l'égalité entre les femmes et les hommes. Et je travaille plus particulièrement sur les questions de lutte contre les violences sexistes et sexuelles au travail. Voilà, et c'est donc Clémence Armand qui pilote les projets lauréats de l'appel à projets financé par le secrétariat d'État. Voilà, nous accueillons également donc Christine. Bonjour, je suis Christine Passagne, je suis conseillère technique accès au droit à la Fédération nationale des CIDFF. Je vous présenterai tout à l'heure les rôles et les missions des CIDFF. Voilà, nous avons également la chance d'accueillir aujourd'hui Karima qui va nous présenter un grand événement qui va se dérouler durant le webinaire lui-même. Très bien. Bonjour, donc je suis Karima Maroui, chef de projet au sein de la direction développement, au sein d'Acto. Et nous avons aussi aujourd'hui l'opportunité et la chance de lancer l'application 1001 égalité. Que vous allez découvrir au cours de ce webinaire, une application accessible à tous les salariés. Nous en saurons plus tout à l'heure. Merci. Et donc, Catherine. Voilà, Catherine Coquillard, l'ARACT Centre. Et nous avons un projet donc, sur la prévention des violences sexistes et sexuelles au travail. Voilà. En partenariat d'ailleurs avec le CIDFF, de votre région, en Centre Val-de-Loire. Alors, donc ce cycle de webinaire, on arrive à son terme, mais j'en reparlerai à la fin. Tout ne se termine pas, puisque toutes les vidéos de ces webinaires seront mises en ligne sur YouTube et vous pourrez les intégrer dans vos intranets, donc diffuser l'information, ça se fera courant décembre.
Également, nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous le 17 décembre pour un webinaire sur un jeu pédagogique que nous développons sur l'égalité en lien avec les questions d'index. Également, vous le savez déjà depuis le dernier webinaire, nous publions un jeu en début d'année qui fera aussi l'objet d'une formation de prise en main du jeu pour mettre en place une séquence de sensibilisation, et cette première formation aura lieu le 28 janvier. Alors, le vif du sujet, de quoi parle-t-on? Vous le savez déjà, je ne vais pas y revenir, tous ces éléments-là ont été très détaillés, notamment tout au long de ce cycle et dans le premier webinaire. Le troisième webinaire concernait la question de la formation et de la sensibilisation. Former ou sensibiliser, à quoi, comment, etc. Je n'y reviendrai pas, je vous invite à le visionner ou à le revisionner si besoin. Ce que l'on sait, c'est que l'information obligatoire dans le règlement intérieur ne suffit pas, qu'il faut aller plus loin en sensibilisant, mais également en formant et en différenciant les différents publics. Voilà, nous en sommes donc en termes de prévention dans ce que nous appelons la prévention tertiaire. Il y a un cas d'agissement sexiste, de harcèlement sexuel, d'agression sexuelle. Que peut-on faire? Quel dispositif mettre en place dans sa structure pour prendre en charge les plaintes, les écouter, mener une enquête peut-être, sanctionner? Voilà, ce sont tous ces points que nous allons regarder dans le détail aujourd'hui. À la fois dans le détail et à la fois, nous ne pourrons pas répondre à tout, mais la présentation est très copieuse. Vous pouvez d'ailleurs d'ores et déjà la télécharger. Voilà, et nous pourrons revenir aussi sur certaines de vos questions. Voilà, donc vous voyez là le déroulé de la présentation que nous allons voilà, visionner aujourd'hui. Alors, premier point, bien sûr, pour pouvoir traiter un cas, faut-il écouter les plaintes, recueillir, alerter si on n'est peut-être pas soi-même victime, mais on peut être témoin. Et pour cela, nous avons trouvé très intéressant les questions en fait, des participants et participantes au premier webinaire. Des questions qui évoquaient le fait, mais que faire par exemple si une victime en parle à un collègue ou une collègue, mais ne veut pas alerter? Que doit faire un référent entreprise ou CSE qui a une connaissance d'une situation d'agissement sexiste, mais pour laquelle la victime refuse ou ne souhaite pas faire état de sa situation? Quid de sa responsabilité? Alors, pour pouvoir y répondre, je vous renvoie là aussi au premier webinaire où nous avions présenté un petit benchmark d'une vingtaine d'accords d'entreprise. Qu'est-ce que nous avions constaté dans ces accords, des accords QVT, des accords égalité? Qu'effectivement les entreprises s'engageaient à mettre en place une ligne téléphonique dédiée, une permanence, un dispositif d'écoute ou d'enquête, souvent ou parfois externalisé d'ailleurs, des mesures pour accompagner et maintenir en emploi. Mais par contre, ce que nous avions constaté, c'est qu'il y avait trop peu de dispositifs pour accompagner toutes les parties prenantes. Des victimes, d'accord, mais les auteurs, quid des témoins, des collectifs de travail, quid des managers. Également, il y a un flou dans les sanctions disciplinaires. On avait constaté que certaines entreprises s'engageaient en disant on sanctionne les auteurs, mais trop peu, trop rare. Il y avait également peu de liens avec le dispositif de prévention primaire pour agir finalement en amont et limiter les risques. Alors donc, Christine, en tant que représentante du FNCIDFF, je vous donne la parole, vous qui avez l'expérience soit de ce qui se passe en entreprise, soit au niveau de vos permanences, d'accueillir des personnes qui sont donc victimes d'agissements sexistes, de harcèlement sexuel ou d'agression sexuelle. Alors, contrairement aux idées reçues, la majorité des victimes parlent des violences qu'elles subissent en interne ou à leur entourage. Seuls 30% des victimes n'en ont jamais parlé à personne. Le silence, en revanche, existe. Ce silence, parfois, peut se justifier dans le déni des violences subies, mais surtout le déni de la gravité des violences subies. Pour ce fait, il faut être très vigilant. Il existe des petits signes d'alerte. Donc une personne se désinvestit ou se surinvestit professionnellement.
Il peut y avoir on peut constater une attitude agressive, des conflits avec des collègues, une alcoolisation de la victime, des arrêts maladie très fréquents. Tout ça peuvent être des petits signes d'alerte de violence. Donc, pour inciter la victime à parler, il faut clairement que l'employeur affiche sa volonté de sanctionner les violences sexistes et sexuelles au sein de son entreprise. Pour ce fait, l'entreprise doit inciter la victime à parler en mettant en place des circuits de recueil de la parole, en communiquant surtout publiquement au sein de l'entreprise sur l'éradication des violences et la tolérance zéro. Les personnes chargées de l'accueil de la parole de la victime au sein de l'entreprise doivent surtout être formées spécifiquement à la question des violences sexistes et sexuelles au travail. Ils doivent bien sûr avoir une écoute bienveillante et non jugeante de la victime et doivent savoir qu'il ne faut pas imposer à la victime la confrontation avec l'auteur. Pour ce fait, la cellule doit travailler avec tout le personnel de l'entreprise. Elle n'est pas habilitée qu'à recevoir la parole de la victime, mais également recueille la parole des témoins, donc des collègues. Parfois, ça peut être un client. Il faut savoir que tous ces tiers témoins ont un rôle à jouer. Ils peuvent tout d'abord prendre la parole auprès de la victime pour rappeler à la victime que les actes qu'elle subit ne sont pas tolérables, sont sanctionnés et que des sanctions disciplinaires, des mesures pourront être mises en place au sein de l'entreprise. L'employeur lui-même a bien sûr une obligation, s'il est informé des faits, de sanctionner la personne qui a commis les faits. La personne, toute personne qui témoigne, qui relate les faits, est protégée. Elle est protégée contre toute mesure de licenciement, contre toute sanction disciplinaire et bien sûr contre toute mesure discriminatoire qui pourrait être prise contre elle du fait d'avoir relaté les faits ou d'avoir témoigné en faveur d'une personne victime. Tout à fait. Et finalement, nous avons une question de Laurine. Quid de la levée de l'anonymat, en somme? Peut-être que Clémence, vous pourriez... Donc la levée de l'anonymat, elle est déjà possible dans la loi. Tout médecin, tout professionnel de santé qui est face à une victime et qui pense qu'il y a une urgence extrême vitale, que la personne est en danger de mort, il a l'obligation en fait de signaler. De la même façon, dans la loi, si on parle de situation de travail dans la fonction publique, un ou une fonctionnaire qui a connaissance de délit a l'obligation également de les dénoncer. C'est l'article 40 du Code pénal. Après, je pense que c'est important pour chacun, chacune, lorsqu'on est témoin, de respecter quand même le souhait de la victime. Oui. Mais voilà, parfois, on peut également dire qu'on a connaissance d'un auteur, enfin de faits particulièrement répréhensibles, que ça met une mauvaise ambiance dans le collectif de travail, sans forcément dire de quelle victime il s'agit. Enfin, il y a quand même beaucoup de stratégies pour respecter les souhaits de la victime. Encore une fois, moi j'insiste, je pense que lorsque l'on sent que la victime est vraiment à bout et au travail, voilà, qu'on a l'impression qu'elle ne va pas tenir, qu'elle risque de se mettre en danger, ça vaut peut-être le coup d'intervenir tout en respectant les souhaits de la personne. Alors justement, Catherine, vous, en termes de retour d'expérience peut-être un peu plus large en entreprise, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Alors nous, on accompagne une quinzaine d'entreprises sur le sujet. Et effectivement, sur la question des victimes, il y a un vrai sujet, beaucoup de jugements, en fait, de la part des entreprises, mais par méconnaissance. Ce n'est pas
Voilà, il y a une méconnaissance des stratégies de la personne qui agresse, des impacts que ça a sur la victime. Par exemple, le fait de voir une personne rire alors qu'elle vient d'être agressée, ça peut être verbalement ou physiquement, on en conclut que ça n'a pas touché la personne. Donc il y a vraiment un besoin de sensibilisation sur les différentes notions. Nous, on se place sur la prévention des risques professionnels, et je rebondis sur ce que vous évoquiez. Effectivement, il y a l'obligation de l'employeur d'avoir une démarche de prévention, mais en tant que salarié, on a aussi un rôle d'assurer sa santé et sa sécurité, mais aussi celle de ses collègues. Donc il y a vraiment quelque chose à faire à ce niveau-là. On a eu aussi quelques exemples rapidement de mise en confrontation victime et auteur, ce qui n'est pas une bonne solution, hein, comme vous l'aviez évoqué, Christine. Donc on est vraiment sur un sujet où il est nécessaire de former pour que chacun comprenne. Par exemple, les référentes CSE, il y a une nécessité de les former. Ils ne vont pas devenir des psychologues ni des juristes, mais au moins d'avoir les capacités pour accueillir la parole, pouvoir informer, orienter. Et il faut aussi que les entreprises aient des dispositifs de prise en charge des victimes. Voilà. Alors juste peut-être un point complémentaire, puisqu'on a une question de Géraldine et un petit peu d'Élodie finalement, qui va dans le même sens sur la question de la protection. Hein. Quand on dit qu'une personne qui alerte est protégée, qu'est-ce que ça veut dire concrètement du point de vue de la loi? Qu'elle est protégée par la loi. Oui. Alors le texte de loi, je ne le connais plus par cœur, il est sur une des slides. Il est cité, donc le code pénal et le code du travail prévoient qu'il est donc interdit de prendre des mesures de représailles contre une personne qui a témoigné ou qui dénoncent des faits de harcèlement sexuel et de violence sexiste et sexuelle au travail. Alors oui, on nous demande comment la protéger concrètement. Alors c'est le devoir de l'employeur. Si l'employeur manque à son devoir, on peut faire intervenir plusieurs acteurs, comme pour le harcèlement sexuel. Hein. Il y a le défenseur des droits qui peut intervenir dans les entreprises et qui a un pouvoir d'enquête, on va y revenir. Il y a l'inspection du travail, il y a la possibilité de porter plainte. Oui, tout à fait. Et puis il y a les IRP, enfin il y a un certain nombre d'instances. Voilà, justement, on va y revenir. Voilà, donc on est en plein finalement dans ce sujet de responsabilité, d'obligation d'agir de l'employeur. Alors, obligation d'agir à 2 niveaux. Hein. Voilà, donc l'employeur, il a 2 obligations. La première, c'est de mettre en place des moyens renforcés afin de lutter contre les violences sexistes et sexuelles dans son collectif de travail. Et alors, j'insiste, hein, c'est à la fois sur le lieu de travail, mais c'est également les relations entre les salariés ou les personnes qui travaillent, enfin qui sont connues au sein de l'entreprise, en dehors du temps de travail ou du lieu de travail. Hein. Ça peut être lors de déplacements professionnels, lors de contacts interpersonnels. Donc il y a vraiment cette obligation de prévenir, donc en sensibilisant, en formant, et ça a été l'objet des 3 précédents webinaires, donc on ne va pas revenir dans le détail sur ce qui est possible de faire. Et puis, il y a également l'obligation, lorsqu'on est informé d'un cas, de mettre fin aux agissements de violence. Voilà. Et c'est vraiment ces 2 choses-là qui vont être regardées en cas de procès ou de poursuite judiciaire. C'est est-ce que l'employeur a bien mis en œuvre des moyens pour prévenir ces situations, et est-ce que lorsqu'il a été informé d'une situation, il a tout fait pour y mettre fin. Et alors une question peut-être Christine d'Élodie, pourquoi, et de Martine, pourquoi la confrontation avec l'auteur n'est-elle pas une bonne solution? Pourquoi la victime, de par votre expérience, qu'est-ce qui... voilà, pourquoi ça n'est pas, sauf si la victime en est d'accord? Bien sûr. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, les personnes qui recueillent la victime, qui recueillent la parole de la victime, doivent avoir une écoute non jugeante, c'est-à-dire qu'elles ne doivent pas remettre en cause la parole de la victime. Donc, créer une confrontation, c'est parole contre parole. Voilà. Donc, ça ne serait pas opportun de mettre la victime face à une contradiction directement face à la personne qui va directement contredire sa parole. Voilà. Il faut que la personne qui recueille la parole de la victime ne remette pas en cause la parole de la victime. D'où le processus d'enquête, et on va y bien sûr, ce qui ne remet pas en cause après la possibilité
de mettre en place une enquête. Voilà. Et peut-être, si je peux me permettre de compléter ce que vous dites, là je vois qu'on a une question sur comment déceler la vérité, si c'est parole contre parole. Alors, nous on aime bien dire qu'en fait, c'est jamais parole contre parole, ces histoires-là. C'est qu'en fait, souvent, il y a, même s'il n'y a pas de preuves matérielles, même si on n'a pas gardé les textos ou qu'on n'a jamais reçu de textos ou de mails, il y a toujours des témoins qui ne sont pas forcément des témoins directs, mais qui sont des témoins indirects. C'est-à-dire que ah bah oui, j'ai vu que Caroline, elle évite toujours d'être dans la même pièce que Thierry, qu'elle veut plus lui parler. Quand elle a réunion avec elle, avec lui, elle est très angoissée. Elle est déjà arrivée en pleurs dans le bureau en m'expliquant ce qui s'était passé. Voilà. Et ça, tous ces témoignages, le fait de voir effectivement que la personne va pas bien, comme on a pu décrire au début, l'impact que ça a sur la victime, ça fait partie du faisceau d'indices concordants qui va permettre à la victime de prouver ce qui se passe. Et j'ajoute également que lors de la procédure civile, il y a ce qu'on appelle l'aménagement de la charge de la preuve. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé, la victime n'est pas obligée d'apporter la preuve matérielle irréfutable que ces agissements ont eu lieu. C'est également à l'auteur de prouver qu'il n'a pas été à hauteur de ces violences. Alors, je propose de poursuivre. Donc, voilà. Deuxième étape, informer, orienter et accompagner. On en a déjà un petit peu parlé. Là aussi, on retrouve des questions des participants des premiers webinaires. Si la victime ne veut pas en parler en interne, est-ce qu'on peut en parler au médecin du travail, par exemple? Alors, c'est vrai que en interne, on pense au manager, à la RH, mais il y a effectivement d'autres personnes, n'est-ce pas, Christine? Alors, vous les voyez à l'écran, on ne va peut-être pas les lire, mais l'important, c'est peut-être de communiquer. Exactement. Ce qui est important, c'est que chaque salarié de l'entreprise sache ce qu'il doit faire. Donc, il faut clairement que l'entreprise communique sur la possibilité de contacter toutes les personnes qui sont listées, mentionnées sur le document. Donc, il y a bien sûr, les premières personnes auxquelles on pense sont les référents harcèlement de l'entreprise ou du CSE. Il faut savoir que le référent harcèlement de l'entreprise a une obligation, s'il est informé des faits, d'alerter l'employeur. En revanche, la responsabilité du référent CSE est moins importante. Alors, il a quand même, au niveau du CSE, il y a quand même un droit d'alerte. Hein. Bien sûr. Voilà. Alors, on ne va pas dérouler effectivement chacun. Leur rôle étant effectivement d'informer la victime. Tout à fait. D'informer la victime de ses droits, des démarches qu'elle peut engager, en interne ou en externe, et de ce qui va se passer au sein de l'entreprise. Le rôle également de ces personnes est de mettre en contact la personne victime avec tous les acteurs qui vont pouvoir intervenir dans le processus ultérieur, qui vont être les professionnels du droit, bien sûr, et les professionnels de la santé. Il peut également orienter la personne victime en externe vers des professionnels. Donc, qui peuvent être, on en a parlé tout à l'heure, l'inspection du travail, la médecine du travail, les services sociaux, bien sûr. On a évoqué tout à l'heure le défenseur des droits, qui a un rôle essentiel dans l'accompagnement des personnes victimes, notamment de harcèlement sexuel. Donc, chaque victime peut saisir le défenseur des droits au niveau national. Il peut être saisi directement sur le site du défenseur des droits ou via les représentants locaux du défenseur des droits au niveau régional. La justice est bien sûr un relais essentiel. La justice pénale, il faut savoir que, comme on l'a vu dans les webinaires précédents, nous parlons d'infraction pénale. Donc la justice pénale peut être saisie par le procureur de la République ou par une plainte déposée auprès de la police ou de la gendarmerie. La justice civile, c'est-à-dire le Conseil des prud'hommes, peut bien sûr également être saisie. Voilà. Et puis donc, les associations. Les associations, certaines associations sont spécialisées dans l'accompagnement des femmes victimes de violences sexistes et sexuelles au travail, dont la VFT.
et bien sûr les CIDF, Voilà, que je représente aujourd'hui. Voilà, vous en avez dit quelques mots. Combien de personnes accueillies dans les CIDFF en France chaque année? Alors chaque année, nous accueillons en moyenne 500 000 personnes, des hommes, mais essentiellement aussi des femmes. Voilà. Voilà. Aussi des hommes, mais essentiellement des femmes. Les CIDF ont pour mission d'accompagner les femmes vers l'autonomie, de promouvoir l'accès à l'égalité entre les hommes et les femmes, et bien sûr de lutter contre toutes les violences sexuelles et sexistes dans tous les secteurs, dont le secteur de l'entreprise. D'accord. Nous disposons d'un réseau de 106 CIDF qui sont répartis sur tout le territoire national. La mission de tous les professionnels, donc nous avons plus de 1000 professionnels qui tiennent des permanences donc sur plus de 1400 lieux d'accueil. Nous délivrons des informations juridiques donc sur les droits des personnes victimes en matière pénale ou sociale, mais nous traitons également d'autres problématiques annexes qui vont être par exemple les questions relatives aux droits de la famille, aux droits du logement, aux droits de l'accompagnement, de la consommation par exemple. Donc ça va permettre effectivement de traiter la globalité des problématiques que rencontre la personne victime. D'accord. Alors, accompagner, orienter à l'externe. Maintenant, on revient dans l'entreprise. Comment on fait la différence? Et c'était une des questions des internautes, des participants au webinaire. Finalement, on revient tout au long de ces webinaires. Mais comment on peut faire la différence entre un agissement sexiste, le harcèlement sexuel, l'agression? Alors, on va pas revenir dans les détails de la qualification parce que c'était l'objet du premier webinaire. Comment on différencie harcèlement sexiste, harcèlement sexuel? Finalement, cette histoire de consentement, c'est compliqué. Alors, on voulait juste faire des petits flashs sur ce point-là. Mais on a un outil qui nous permet aujourd'hui d'aider tous les salariés. Et je vous laisse, Karima, présenter cet outil alors d'Opcalia, qui ne s'appelle plus Opcalia, mais qui au 1er janvier 2020 va s'appeler Acto. Acto, donc le nouvel outil d'Acto qui s'intitule 1001 égalités. D'accord. L'objectif était de développer, donc pour répondre aux problématiques des entreprises et de leurs salariés, c'était donc de développer une application à destination des agissements sexistes et sexuels au travail. Notamment, elle s'adresse à tout type de public, donc que l'on soit jeune, moins jeune, salarié d'entreprise, victime au sein de l'entreprise, DRH, la fonction DRH aussi. C'est une application qui se veut de sensibilisation, mais surtout qui décrit différentes situations d'agissement sexiste et sexuel au travail, dont le harcèlement et toutes les thématiques que l'on retrouve sur la fonction. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Ce qui est intéressant, c'est une application qui se veut ludique, qui vulgarise également des activités, des situations, et on y retrouve des quiz. Donc ce que je vous propose, c'est de la découvrir via le teaser qui sera présenté, qui sera lancé tout de suite. Bienvenue dans 1001 égalités. Cette application a pour but de sensibiliser sur les agissements sexistes et les violences sexistes et sexuelles au travail. Pour explorer cette thématique, nous vous proposons de vous glisser dans la peau d'un personnage. Le temps d'une semaine, vous devenez Julia, consultante qualité de vie au travail, qui vient tout juste d'être recrutée par l'entreprise Bujard. Depuis plusieurs mois, cette entreprise tente de diffuser des questionnaires sur l'égalité femmes-hommes auprès de ses salariés. Mais très peu de collaboratrices et de collaborateurs ont répondu. La parole sur ce sujet semble mystérieusement bloquée. C'est pour cette raison que le directeur de Bujard, M. Jouvet, a décidé d'engager Julia. Elle va devoir enquêter sur l'égalité femmes-hommes au sein même des équipes. Pour avoir un réel aperçu de ce qu'il se passe sur le terrain, Julia va mener l'enquête totalement incognito. Personne dans l'entreprise ne sera au courant du but réel de sa venue.
Cela va permettre à l'entreprise de déceler les dysfonctionnements et ainsi d'améliorer sa démarche de lutte contre les agissements sexistes et le harcèlement sexuel. Mais Julia ne sera pas seule dans sa mission. Elle sera épaulée par Alexandre Millois et Carole Langlais, 2 juristes faisant partie d'un cabinet de conseil et qui interviendront sur les questions juridiques. Soudain, votre téléphone vibre. C'est peut-être votre confirmation de mission. Karima, on a des questions donc, en ligne. Est-ce que cette application Acto peut être utilisée par les agents de la fonction publique? Tout à fait, elle est utilisable par tous les publics, qu'ils soient agents de la fonction publique ou salariés d'entreprise. Sur un simple téléchargement, elle est tout à fait accessible. Elle est gratuite ou pas? Gratuite. Bien sûr, d'accord. Voilà. Gratuite. Donc sur smartphone, voilà, sur smartphone ou Apple Store, ou tablette. Voilà, ou tablette. Voilà. Voilà. Et je voulais ajouter que c'est une application qui a été financée par le secrétariat d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes, et qu'on est vraiment très fiers du produit fini, et qu'on vous encourage à la télécharger largement, à en faire parler autour de vous. On pense que ça peut être un très bon outil dans les organisations de travail, que ce soit dans le privé ou dans le public, de sensibilisation, de formation. Ça peut être tout à fait complémentaire d'autres actions, donc vous pouvez la faire télécharger en amont d'une formation et vous appuyer sur les contenus pour la formation. Ça peut susciter du débat, des échanges, enfin c'est voilà, un outil vraiment précieux et dont on est très, très content. Tout à fait. Alors on en revient justement à un exemple concret de qualification. Souvent une question qui nous est revenue lors des différents webinaires, comment finalement différencier la séduction, ou parfois la galanterie, ou l'attention avec une situation de harcèlement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Clémence Armand? Alors, c'est une question qu'on nous pose beaucoup. On entend souvent « mais on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire, mais vous n'avez pas d'humour ». En fait, ces qualifications, ce qui est intéressant, c'est que la loi montre bien, alors elle parle soit pour l'agissement sexiste de propos sexistes, soit pour les violences, pour le harcèlement sexuel de propos à connotation sexuelle. Donc déjà, ça c'est quand même assez clair. Est-ce qu'il y a un propos, en général, les gens savent quand même un petit peu. Après, la loi insiste aussi sur l'effet que provoquent ces agissements sur les victimes. Et je pense que c'est à ça qu'il faut être attentif et attentive. Et dans un collectif de travail, si quelqu'un dit « écoute, moi, tes blagues, j'ai pas très envie de les recevoir par mail », continuer à envoyer des blagues à caractère pornographique par mail, c'est du harcèlement. Dire « excuse-moi, j'avais pas compris, j'arrête », voilà, on est dans le dialogue et dans le... Voilà. Et puis je terminerai, souvent on dira mais quand même, des fois on fait des compliments, je comprends pas pourquoi elle le prend mal. C'est pas du tout pareil de dire à sa collègue à la machine à café « elle est sympa ta veste, tu l'as achetée où ?» que juste avant une présentation super importante où il y a tous les clients « ah, joli décolleté ». Ça ne va pas avoir le même effet sur la personne. Et je pense que la plupart des gens qui font ce genre de remarques savent quand même quels effets cela provoque. Tout à fait. Et puis alors, il y a une circulaire, d'ailleurs. Alors, sur l'absence de consentement, effectivement, la loi a précisé, enfin la circulaire précise que si on ne dit pas oui, c'est non. Voilà. Donc effectivement, quelqu'un qui ne rit pas à toutes les blagues pornographiques que vous employez par mail, si on reprend le même exemple, qui ne renchérit pas, qui ne répond pas, qui ne souhaite pas prendre un café avec vous sans l'exprimer clairement, parce que peut-être qu'elle a peur des représailles, ça ne veut pas dire oui. Ça veut dire, et donc, ça veut dire non. Voilà. Et même donc, cette notion de consentement rentre dans le cadre des jugements et des rendus par la justice aujourd'hui. Il y avait un distinguo aussi, puisque c'est une question qui est revenue souvent dans le cadre des webinaires, mais rapidement, puisque ce sont des rappels du webinaire 1, différence entre harcèlement sexiste et harcèlement sexuel, code du travail, code pénal, un point. Alors, la définition du harcèlement sexuel était la même jusqu'en 2018 dans le code du travail et dans le code pénal. Donc, on était sur... il y a deux types. Il y a le type d'agissement, donc c'est des propos ou comportements répétés à connotation sexuelle. Donc, par exemple, des confidences sur sa vie sexuelle, des questions sur la vie intime et sexuelle des personnes, des affichages pornographiques, etc. Et la loi de 2018 a modifié le code pénal pour ajouter la notion de propos ou comportements sexistes.
Donc là, il n'est pas obligatoirement besoin de faire référence à des propos sexuels, ça peut être... des propos répétés. Voilà, les propos répétés. Et c'était également pour essayer de mieux réprimer le harcèlement sexuel de rue, le harcèlement de rue. Donc ça peut être t'es jolie, t'es mignonne, vraiment les femmes ça sert à rien, de façon répétée, même s'il n'y a pas de connotation sexuelle, c'est assimilable à un harcèlement sexuel. Sachant qu'il y a un deuxième type de harcèlement, mais là on ne va pas y revenir, c'est déjà quelque chose, et c'est le type promotion canapé, ça c'est quelque chose qu'on arrive mieux à distinguer. Alors on en arrive à la 4e étape, mener une enquête, puisque si c'est pas parole contre parole, voilà, comment on fait? Oui, l'entreprise, même s'il n'y a pas dépôt de plainte au commissariat, procédure de justice, doit mener une enquête en interne pour établir la véracité des faits. Il y a eu beaucoup de questions d'ailleurs dans le premier webinaire sur quel type d'enquête, la différence avec l'enquête de police, est-ce que vous avez des modèles d'enquête, etc. On va y répondre là. Premier point, il y avait des questions autour de la décision d'enquête sans délai. Quand est-ce que la direction doit prendre la décision ou pas? Effectivement, d'ailleurs là je fais référence au guide du ministère du Travail sur les agissements sexistes et le harcèlement sexuel qui est très bien fait sur ce sujet, qui a développé sur plusieurs pages la question de l'enquête. Si un représentant de l'employeur, comme la DRH notamment, a connaissance de faits de harcèlement moral ou sexuel, soit par un membre du CSE, CHSCT, il doit lancer une enquête, il sera fautif s'il ne le fait pas. Si c'est par un autre canal, il y est fortement encouragé, car si jamais il y a déroulement, procédure de justice, la rapidité avec laquelle l'employeur aura agi rentrera en ligne de compte dans le fait de regarder son obligation de moyens, ce qu'il aura fait pour prévenir les choses, pour stopper les choses, etc. Et puis, par ailleurs, une enquête est quand même utile si on veut mettre en place des mesures de protection ou des sanctions. Or, l'employeur a 2 mois, au vu de la connaissance des faits, pour mettre en place une sanction disciplinaire. On n'est pas là dans le pénal, effectivement. Par ailleurs, si le CSE est alerté, il doit là aussi agir sans délai dans le cadre de son droit d'alerte, et ce, même si la victime est harcelée par un membre du CSE, par son président, etc. Voilà, je vous renvoie donc sur les éléments du ministère du Travail. Alors, quelques peut-être recommandations par rapport à l'enquête, comment ça se passe? Alors à l'enquête, donc je pense que ce qui est vraiment important, c'est de bien penser en amont le processus. Oui. Et vous venez de le dire, Florence, de pouvoir écrire et faire connaître à l'ensemble des personnes le temps que ça va prendre. C'est-à-dire si on a un processus écrit qui dit lorsque vous saisissez la cellule, qu'une enquête est diligentée, on s'engage à vous donner une réponse en moins de, en général, on est autour de 6 semaines, ça paraît un délai raisonnable. Mais en tout cas, c'est bien de se fixer des objectifs et de les rendre, de les afficher. Voilà, donc sur l'enquête, effectivement, vous savez que les victimes ont la possibilité de faire en fait une double procédure, c'est-à-dire une procédure interne, de saisir son employeur pour lui demander de faire cesser les faits et de la mettre à l'abri. Mais également, la victime a la possibilité de porter plainte au pénal. C'est une possibilité, ce n'est pas une obligation. Et l'employeur a le devoir de mener tout de même une enquête, même si la victime ne porte pas plainte. D'accord ? Il est interdit, on entend parfois des cas d'employeurs qui disent « j'attends de voir ce que la plainte donne au pénal pour prendre des mesures ». Ça, ce n'est pas possible. L'employeur n'a pas le droit, le devoir de mener cette enquête. Et les 2 procédures sont indépendantes. C'est-à-dire que même si, faute de preuve au pénal, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, la charge de la preuve n'est pas la même selon les procédures, si au pénal il y a une enquête classée sans suite, un non-lieu, ça ne dispense pas, l'employeur a tout à fait le droit, lui, d'avoir en fait des conclusions différentes, de conclure à la réalité des faits et de sanctionner l'auteur, même s'il y a eu un non-lieu en justice. Ça, c'est vraiment important de le préciser. Évidemment, l'enquête, elle doit être menée de manière impartiale et sérieuse. Du coup, nous, on encourage quand même à externaliser ces enquêtes. Parce que
une enquête menée en interne quand on connaît les protagonistes ou quand on connaît trop bien l'organisation du travail, ça peut parfois être compliqué de prendre du recul sur les situations. Voilà, et d'ailleurs Voilà. j'ai une question là d'Isabelle qui mène l'enquête en interne. Alors là, vous venez de dire, bon, elle peut être externalisée, effectivement, mais en interne, qu'est-ce qu'on peut dire? Effectivement, c'est pas forcément le référent. Et d'ailleurs, on connaît des entreprises qui ne confient pas au référent la mission de réaliser cette enquête. Mais ça, c'est en fait au choix de chaque employeur, public ou privé. Et c'est pour ça que je dis que c'est vraiment important d'anticiper et d'écrire, enfin de prévoir vraiment comment, enfin de mettre en place un protocole sur comment les enquêtes vont être menées au cas où on ait un signalement. Pour que le jour où il y a un signalement, on sache c'est Madame Machin de la DRH et Monsieur Machin de tel service. Enfin, voilà. Moi, je voulais quand même signaler une bonne pratique. Donc sur l'externalisation, on n'a pas toujours les moyens. Donc il y a la possibilité de mutualiser, en fait, de se mettre à plusieurs employeurs pour passer un marché, un contrat avec un prestataire extérieur. Et j'ai un exemple de bonne pratique que je cite souvent, mais dans la fonction publique, donc un centre hospitalier et une collectivité territoriale qui ont passé une convention et chacun va enquêter chez l'autre, en fait. Oui. Donc on reste avec des agents et agentes internes, mais qui vont enquêter dans un collectif de travail qu'ils et elles ne connaissent pas, et ce qui permet une plus grande impartialité. Alors, on a une question de Sophie. J'ai un cas de harcèlement moral dans mon entreprise. Est-ce que le référent harcèlement sexuel peut intervenir? Alors effectivement, le législateur n'a pas créé de référent harcèlement moral. Toutefois, ce qu'on sait, c'est que des cas de harcèlement moral peuvent cacher des cas de harcèlement sexuel. Ceci dit, le référent harcèlement sexuel n'est, me semble-t-il, pas diligenté pour s'occuper d'un cas de harcèlement moral a priori. A priori, non. A priori. C'est-à-dire qu'il n'a pas l'obligation d'intervenir sur un cas de harcèlement moral. Néanmoins, on sait quand même que beaucoup de personnes ont tendance à minimiser en fait les violences sexistes et sexuelles. Les victimes intériorisent beaucoup que bon, peut-être c'est de leur faute, que peut-être c'est pas si grave, etc. Je pense que votre collègue peut tout à fait interpeller le référent, lui expliquer les faits et voir avec lui, en fait, se faire aider à clarifier un peu ce qui lui arrive. Est-ce qu'on est bien dans du harcèlement moral? Est-ce qu'il y a d'autres choses derrière? Voilà, on a des exemples d'entreprises qui font, dont la cellule travaille sur les deux, harcèlement moral et harcèlement sexuel, et qui souvent requalifient. Elles sont sollicitées pour du harcèlement moral et finalement elles disent non mais là on est sur du harcèlement sexuel. Tout à fait. Alors, toujours sur cette question d'enquête, alors, ce qu'on a pu nous identifier comme publication accessible, le guide du ministère du Travail, dans le guide de la NDRH également, il y a des références aussi à l'analyse des outils qui peuvent permettre d'analyser, de qualifier une situation plus particulièrement, dans le guide également du ministère de la fonction publique. Voilà, vous avez divers outils qui peuvent vous aider. Alors peut-être une question à Catherine, finalement, en termes de retour d'entreprise, qu'est-ce qu'on peut dire quand on analyse un cas, un fait? Est-ce qu'on en reste là? Comment on peut faire pour que ça ne soit pas un one-shot comme on dit et que finalement ça puisse servir dans l'entreprise finalement dans sa prévention primaire? Alors en fait, on se rend compte à travers nos expériences que souvent on reste très centré sur l'auteur et la victime. On ne nie pas évidemment que la prise en charge elle est essentielle, mais qu'est-ce que l'on fait? Alors on a un geste avec les collègues du CIDFF quand on accompagne, on dit remontons sur l'organisation du travail, prenons de la hauteur par rapport à cette organisation du travail. Est-ce qu'on a un contexte qui fait qu'on a plusieurs situations? Parce que quand on a une situation qui émerge, on fait l'hypothèse qu'il y en a d'autres qui ne sont pas forcément sues ou révélées à l'ensemble des autres salariés, et qu'il y a vraiment une nécessité de voir, est-ce qu'on a une culture? On a quelques exemples, alors je n'épiloguerai pas dessus, mais quelques exemples où il y a une culture assez sexiste dans l'entreprise qui peut conduire aussi à ce type d'agissement. Des organisations du travail, on se sert de vidéos justement où on voit quand il y a aussi des situations d'urgence
pour réaliser l'activité, ben ça aussi, ça de peut pression. conduire, voilà, Ouais, de c'est pression, d'intensification. Voilà. Et là, c'est vrai que je fais référence au premier webinaire où on a détaillé un petit peu les contextes, les facteurs de risque organisationnels qui peuvent favoriser l'émergence de manifestations de sexisme au travail. Alors pour cela, effectivement, on vous invite à télécharger notre fiche d'autodiagnostic pour analyser les facteurs de risque organisationnel. C'est un outil qui vous a été diffusé dans le deuxième webinaire sur Agir en amont. Et puis comment ça se passe alors en entreprise? C'est un groupe pluridisciplinaire? Alors on a quelques entreprises qui ont mis en place un groupe pluridisciplinaire pour analyser les situations, essayer de remonter à l'organisation du travail, est-ce qu'il y a des situations spécifiques, regarder aussi les documents de l'entreprise, comment on a... Parce qu'effectivement, moi j'insiste, un petit message clé, c'est sur tous les documents qui sont faits dans l'entreprise, si on reste que sur les textes de loi, ça ne dit pas de quoi on parle vraiment. On a besoin d'illustrer, de donner des exemples. On a des entreprises qui ont inscrit aussi ce risque dans leur document unique d'évaluation des risques. On a par exemple une entreprise de déménagement où une femme seule fait les devis. Il y a tout un protocole qui est mis en place. Justement, j'arrive au domicile de personnes, j'appelle ma direction avant pour dire voilà, j'arrive à telle heure. Je ne me sens pas très à l'aise et je redonne un coup de fil quand je sors du domicile. C'est des choses des fois assez simples à mettre en place, mais il est important de se reposer les questions sur ce sujet-là. Voilà. Alors je vois qu'il y a beaucoup de questions effectivement sur la question, on revient finalement un petit peu en arrière, des questions par rapport à la question de la discrétion. Est-ce que quand un référent est informé de situations, de faits, est-ce qu'il a obligation d'en parler? Est-ce qu'il doit divulguer le nom de l'auteur et de la victime? Quelles préconisations, peut-être l'une ou l'autre, vous pourriez dire à ce sujet? Y a des cellules de signalement qui disent qu'elles n'informent pas la hiérarchie tant que l'enquête n'est pas finalisée. D'accord. Ou en tout cas qu'elle informe de la situation sans donner les noms des protagonistes, des personnes impliquées, ce qui paraît être une bonne pratique. D'ailleurs, ce qu'on a constaté, c'est que certaines entreprises ou structures, administrations d'ailleurs, externalisent la procédure à la fois de signalement. C'est un numéro de téléphone, par exemple, à appeler ou une permanence, mais qui n'est pas interne à l'entreprise, qui est externe, et la procédure d'enquête, idem, pour permettre une certaine confidentialité, respect des personnes, des parties prenantes. Effectivement. C'est vrai qu'on voit qu'il y a énormément de questions sur l'enquête, sur l'externalisation, sur des noms de cabinets. Je pense que ce qu'on dit depuis le début, et je pense que c'est vraiment important, c'est que toutes ces procédures, c'est à l'entreprise de l'écrire, bien sûr. Nous, il y a énormément d'outils en ligne et ils sont super. Mais je pense que c'est important aussi d'incarner ces outils avec la culture de l'entreprise, la façon d'appréhender les choses. Il y a des entreprises qui vont tout externaliser en effet, d'autres qui vont internaliser certaines choses, d'autres qui vont demander une enquête plutôt pour nommer les faits juridiquement, d'autres qui vont demander aussi à la cellule ou au cabinet extérieur d'accompagner également une forme de soutien psychosocial des victimes. Je pense que c'est important pour chaque employeur de réfléchir à comment est-ce qu'il veut mettre en place ce dispositif. Oui, tout à fait. En échangeant avec d'autres employeurs, mais il n'y a pas d'outils tout faits qu'on peut calquer à chaque collectif de travail, puisque chaque collectif de travail est différent. Tout à fait. Chaque victime également. Et chaque victime. Chaque victime est différente, réagit d'une façon différente et souhaite faire des démarches différentes. Tout à fait. Alors, on poursuit donc la présentation. Oui, voilà, nous vous proposons aussi, vous pouvez la télécharger, une petite fiche qui vous aidera à analyser plutôt les facteurs liés aux inégalités de travail entre les femmes et les hommes, la question de la répartition sexuée des métiers, de la dévalorisation souvent des postes occupés par les femmes, la question des conditions de travail auxquelles sont exposées les femmes qui est différente de celle des hommes, la question des parcours, des temps de travail, autant de facteurs d'inégalité qui sont, on le sait, des facteurs d'exposition au sexisme au travail. Alors on en arrive à la dernière étape. On mène une enquête, mais entre-temps d'ailleurs, il faut avoir commencé, je pense, j'imagine, à prendre des dispositions pour protéger, faire cesser les faits,
agir auprès des équipes de travail, aussi les accompagner. Il y a cette question de la sanction qui est revenue très souvent dans les questions. D'ailleurs, il y a eu aussi certaines questions aujourd'hui. Quelles conséquences juridiques? Alors, la sanction disciplinaire, la sanction pénale, pardon, c'est une chose. Là, nous, on va plutôt s'intéresser à la sanction disciplinaire dans l'entreprise. Que faire alors que souvent, finalement, il n'y a pas de sanction, il n'y a pas suffisamment de preuves, etc. Alors, par rapport à cette question, on vous renvoie là aussi sur le module 1 où les sanctions avaient été détaillées. Et d'ailleurs, Karima, ces sanctions, est-ce que c'est une information qu'on retrouve dans l'application? Tout à fait. Oui. Tout à fait. Donc, au sein de l'application 1001 égalités, vous avez donc une base ressources qui vous permet de reconnaître et d'identifier tous les aspects juridiques liés aux différentes situations. Et quels autres éléments d'information on peut trouver? Quelles autres informations? Alors, vous avez également des liens à des sites, notamment sur toutes les personnes qui sont en capacité d'agir sur la situation. C'est ça. Voilà. D'accord. C'est ce qu'on retrouve. D'accord. Très bien. Alors, retour d'expérience pour nous sur les sanctions pénales. Là aussi, je dirais que ça soit par rapport à la question des référents. J'avoue qu'on a, nous et les entreprises, les administrations, encore très peu de recul sur les sanctions. Alors, harcèlement sexuel, on a un peu plus de recul puisque c'est défini dans la loi depuis 2012 et même avant, etc. Mais en matière d'agissement sexiste, c'est relativement récent, 2015, les décrets sont parus après, etc. Donc, nous, au niveau des référents, finalement, on est en train d'observer ce qui se passe en entreprise, qui elles-mêmes sont en train de mettre en place ces référents. Concernant les sanctions, c'est un petit peu la même chose. Qu'est-ce qu'on peut dire donc en termes de retour d'expérience sur les sanctions? Alors, moi j'ai juste un exemple d'une situation qui a été remontée à une direction d'entreprise avec un recadrage de la personne qui avait eu cet agissement sexiste et qui a pris conscience. Alors il y a eu mise à pied, avertissement, et la personne a souhaité s'exprimer devant tout le collectif de travail pour exprimer ses regrets, ses excuses en disant finalement je n'avais pas du tout réalisé que mon comportement avait ce type d'impact. Je trouvais ça intéressant. L'idée, nous je vois dans notre approche, bien sûr qu'il y a une nécessité selon la gravité évidemment des faits, de sanctionner, etc. Mais on ne cherche pas des coupables partout. L'idée c'est vraiment c'est vraiment d'articuler les 3 niveaux de prévention et notamment de voir dans l'organisation ce qu'on peut faire pour qu'on n'arrive pas à ce type de situation. Voilà. Tout à fait. Voilà, c'est vraiment remonter aux questions de prévention primaire et finalement on en arrive un petit peu à quelques éléments de conclusion. Là nous en avons repris quelques-uns, mais c'est vrai que quand on reprend le déroulé des différentes étapes, on ne peut que mentionner le phénomène d'ailleurs c'est pas un phénomène, le vécu du déni ou de la minimisation, que ça soit par la victime, par les témoins, par les auteurs, par les managers, par les référents RH, CSE, etc. On est dans une culture où on minimise ces sujets-là, ces faits-là. D'où l'importance du rôle des tiers et des témoins. Et vous avez posé des questions sur la protection. Effectivement, quelqu'un qui alerte est protégé de par la loi. Le rôle du CSE, la responsabilité de l'employeur, responsabilité à la fois en termes de moyens renforcés. Et finalement, c'est ce point-là sur lequel la justice regardera ce qu'il a fait. C'est pas tellement c'est aussi le résultat qui est mettre fin aux agissements et au harcèlement. Cette question de l'enquête, bien sûr qu'on l'a effleurée. On est encore peu outillé sur ce sujet dans les entreprises. On n'a encore pas, nous, réseau Anactaract, en tout cas, pas assez de recul. Vous voyez que c'est une question pluridisciplinaire. On a besoin finalement de toutes les parties prenantes, les parties prenantes qui accompagnent, les parties prenantes juridiques, etc. On doit s'appuyer sur ces sujets-là, sur des relais en externe. Et puis, comme vous le concluiez, Catherine, on a besoin de travailler ces sujets-là le plus en amont possible. S'il y a des cas d'agissement sexiste, de harcèlement sexuel,
c'est qu'il existe des organisations de travail, des environnements de travail, des cultures, des postes exposés, des conditions de travail, travail isolé, travail de nuit, travail en horaire atypique, travail en relation, patients, clients, usagers qui exposent effectivement au sexisme au travail. Alors avant de revenir effectivement aux questions, quelques éléments sur ce que nous vous proposons pour aller plus loin. Donc, comme je le disais au début, les ARACT, Associations régionales d'amélioration des conditions de travail, qui font partie de notre réseau, peuvent vous accompagner dans des projets de prévention du sexisme au travail pour bien incarner les choses dans votre réalité de travail, votre culture d'entreprise, votre métier, vos postes de travail. Effectivement, plusieurs ressources, on en a déjà parlé, que vous pouvez télécharger, ressources pour mener une enquête, ressources pédagogiques sur la prévention du sexisme, et là je fais référence au dernier webinaire où cette fiche a été présentée, plus de 18 pages qui ne présentent pas tout ce qui existe, mais beaucoup d'éléments à partir desquels vous pouvez bâtir vos formations, vos sensibilisations, etc. Également, je reviens sur le jeu que nous vous avons présenté la dernière fois, Sexisme sans façon, qui, au travers de parties d'une 45 minutes, permettent de mettre en scène des équipes de salariés, de managers, de dirigeants. On l'a joué vraiment multi-niveau dans l'entreprise et qui permettent très très vite de comprendre les 6 facettes du sexisme au travail, du non-sexiste à l'agression sexuelle. Voilà, ça se passe dans un restaurant, c'est un univers décalant, ça permet de dédramatiser et finalement de pouvoir parler d'un sujet qui au fond est très tabou encore aujourd'hui dans notre société, dans nos milieux de travail. Et pour cela d'ailleurs, nous avons cette formation. La première aura lieu le 28 janvier, la prochaine en octobre. Il y en aura sans doute d'autres. Nous pouvons aussi répondre, y compris les ARACT, à des demandes qu'on appelle intra de formation de vos référents, par exemple, pour mettre en place des séquences de sensibilisation, voire directement peut-être de vos salariés. Alors, c'est également effectivement l'ARACT avec le CIDFF. Vous avez développé donc tout un kit dans le cadre du projet d'ailleurs financé. Un kit de sensibilisation. L'idée, c'est déjà d'en parler et de comprendre les différentes notions. On se rend compte, nous, à travers les sensibilisations, bien que la plupart des personnes ne font pas les distinguos entre les différentes notions. Donc déjà, c'est un premier pas, et puis pouvoir échanger sur le sujet. Voilà. Oui. Voilà, nous avons un dossier de veille aussi tout à fait actualisé sur le sujet que vous retrouvez sur notre site. Bien sûr, on vous invite à revoir les autres modules en différé. Vous pourrez effectivement, bientôt ils seront effectivement sur YouTube et vous pourrez les intégrer par exemple dans les intranets de vos entreprises ou de vos administrations. Voilà, rendez-vous donc, avant de revenir aux questions, prochain rendez-vous sous le format webinaire, ce jeu donc que nous avons développé pour bâtir votre plan d'action égalité en lien avec les nouvelles obligations de l'index. Et ce sont mes collègues Aurélie Marlois et Karine Babul qui le présenteront. Un jeu très accessible, y compris pour les PME. Je vois, nous avons des questions sur que faire dans les toutes petites entreprises. Voilà, tout à fait utilisable même dans les PME. Alors, on va revenir à quelques questions. Oui, laquelle, par exemple? Oui, moi, j'ai vu la question de Florence sur justement comment intervenir dans les très petites entreprises. Des exemples de bonnes pratiques, c'est par exemple dans la région Pays de la Loire, il y a une organisation patronale qui a signé une convention avec les CIDFF qui interviennent pour sensibiliser, enfin qui font de la sensibilisation des TPE, PME. Et voilà, des conventions peuvent être passées pour proposer des permanences juridiques pour les salariés. Enfin, il y a énormément de choses qui peuvent être faites, soit par un groupement d'employeurs, soit par les organisations patronales. Voilà, mais il y a des choses qui peuvent être faites facilement et à des coûts qui ne sont pas rédhibitoires. Et puis il y avait la question de Lucie aussi que je trouve très importante. Comment agir et quelle responsabilité si les agissements sont perpétrés par un client ou un usager? Alors votre employeur a l'obligation de vous protéger pendant que vous êtes au travail. Si ces agissements sont le fait de votre collègue, d'un usager, d'un
d'un client, d'un partenaire, d'un prestataire extérieur, il a les mêmes obligations. Du coup, évidemment, ça lui sera peut-être plus compliqué de faire cesser les faits parce qu'il faudra qu'il agisse sur l'autre employeur ou voilà, mais il a l'obligation. C'est-à-dire s'il ne vous protège pas alors que ce n'est pas un de ses salariés qui est l'auteur des violences, il est en tort. On a un exemple d'une entreprise de propreté qui a protégé une salariée qui était agressée sexuellement et le directeur s'est expliqué avec le client. Bon, ils ont perdu le marché, mais il a protégé sa salariée par rapport à ça. Voilà, nous arrivons presque au terme en termes de questions. Bon, je ne sais pas, peut-être celle de Samuel. Concrètement, que peut faire ou que doit faire le référent harcèlement-sexisme en cas avéré avec une victime qui ne veut pas parler? Comme on le disait tout à l'heure, pour tout délit, alors les fonctionnaires en ont l'obligation, mais tout citoyen ou citoyenne peut saisir également le procureur de la République en lui signalant des faits, si vraiment les faits sont trop graves. Et il n'est pas obligatoire non plus, enfin je veux dire, s'il y a des témoins, si les faits sont avérés sans que la victime témoigne, l'employeur peut tout à fait sanctionner l'auteur des faits. Oui. Je sais pas si, il a même une obligation à le faire. C'est-à-dire, oui. C'est la prévention aussi, santé, sécurité au travail. Tout à fait, dans le cadre de son obligation générale de sécurité, il a une obligation d'intervenir. Oui, tout à fait. Peut-être qu'on va terminer là, puisqu'on arrive au bout de notre heure bien remplie sur le sujet. On a bien conscience, on n'a pas pu répondre à toutes vos questions. On va tâcher de le faire en s'appuyant d'ailleurs sur les collaborations pour pouvoir répondre au plus juste. Ceci dit, c'est un sujet que nous défrichons aujourd'hui, nous, entreprises, acteurs de l'entreprise. La place des référents, leur rôle, leur responsabilité, leur mission, ce sont des choses que les entreprises sont en train de construire aujourd'hui. Donc on ne peut qu'inviter les différentes parties prenantes finalement à mettre en commun aussi leurs pratiques. Nous-mêmes, nous vous donnons rendez-vous donc prochainement, toujours sur les questions d'égalité, le 17 décembre. Nous allons aussi travailler sur ce sujet et voir ce que nous allons pouvoir vous proposer. En attendant, effectivement, nous sommes à votre disposition, Réseau AnactAract, pour répondre à vos demandes et éventuellement vous réorienter vers les personnes, les structures concernées. Déjà, il y a énormément de ressources à disposition sur Internet, l'application d'Opcalia pour le grand public, donc en attendant que les 23 millions de salariés, plus les 5 millions de fonctionnaires l'aient vu, il y a encore du chemin. Faites-en la promotion, diffusez également tous ces contenus qui étaient à destination des référents, des RH, des représentants du personnel, diffusez-les dans vos structures. Bien sûr, n'hésitez pas. Voilà. Et nous vous remercions pour votre fidélité, pour vos questions très intéressantes qui nous permettent de progresser. Et nous vous souhaitons bonne continuation dans vos projets. Et au nom du réseau AnactAract et de toutes les personnes ici présentes, bonne journée et à bientôt sans doute. Au revoir.